Alors moi, je vais commencer tout de suite en disant, Eric, j'ai lu ton livre et j'ai été vraiment émerveillé. Je trouve que tu as fait une somme remarquable parce qu'il existe déjà des livres sur la nutrition, sans doute. Moi, j'en ai écrit aussi. Mais là, ce que tu as fait, c'est vraiment une somme de références et d'informations, une sorte de Bible. Et je te félicite vraiment d'avoir mis tout ça ensemble parce que ça répond à beaucoup de questions. C'est que si quelqu'un a une question dans ce domaine, il ouvre ton livre, il va dedans et il a des réponses magnifiques. Donc, chapeau. Mais je te remercie. Alors, venant de toi, ça me fait plaisir parce que tu es médecin, ça fait quoi? Ça fait 60 ans que tu es médecin? 50, 50 ans? Combien? 50, ça fait 50 ans tout juste. 50, mais c'est pas mal, 50. En tout cas, venant de toi, ça me touche beaucoup parce que, en plus de ça, il faut pas oublier que tu as été éditeur pendant 20 ans, 25 ans, oui, tout à fait. 25 ans, et que donc tu as une expérience euh, par rapport au livre. Tu sais appréhender un livre, tu sais voir le potentiel du livre et donc d'un livre. Donc ça me fait plaisir parce qu'en fait, tu as la double casquette d'un ex-éditeur et d'un médecin. Donc c'est pour moi, c'est vraiment quand même un avis intéressant. Voilà. Merci, bien sûr. Moi, je me passionne depuis un demi-siècle pour la nutrition. J'ai lu à peu près tout ce qui paraît dans ce domaine. Et moi, ce qui me passionne surtout, c'est les gens comme toi qui ont l'esprit de synthèse. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent une chose, et c'est comme s'ils mettent le projecteur sur quelque chose, c'est bien. Puis dans d'autres domaines, ils n'ont rien compris, si j'ose dire. Il y Ouais. a beaucoup de ce problème. Et là, ce que je trouve qui est important, et Je peux le présenter? Je peux le monter? bien sûr, oui. Ah, le voilà. Déjà, qu'on sache de quoi je parle, qu'on parle. Voilà. Hop. Alors, le grand intérêt de ce livre, justement, c'est de présenter une sorte de synthèse de toutes les écoles, tous les courants de pensée, etc., et de montrer qu'il y a une sorte de, disons, quand on regarde tout ça, on peut soit avoir l'impression que c'est un chaos total, les personnes n'y comprennent rien, ce que beaucoup de gens ont. Ils prennent un livre sur l'alimentation, ils en prennent un autre qui dit juste le contraire. Il y en a un qui dit manger des bananes, l'autre des tomates. Il y en a un qui dit il faut manger. Enfin bref, les gens sont dans la confusion. Mais quand on va dans les grandes lois universelles, tout s'unifie. On voit que les choses sont complémentaires. Il n'y a plus de choses qui sont bonnes ou mauvaises. Il y a une dynamique qui est celle d'aller toujours plus vers la nature et toujours sortir de plus en plus de l'industrie. Parce que c'est évident que les industriels, leur objectif est clair, c'est rendre les gens malades. Hmm. Ils ne disent pas sous ces termes, mais c'est les mêmes industriels qui polluent les aliments et qui les dénaturent et qui nous vendent des médicaments pour soulager les maux qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc c'est un non-sens absolu. Et je pense que dans ce sens-là, c'est capital que les gens se réveillent, qu'ils arrêtent de remplir leur caddie au supermarché de choses où il n'y a rien à manger dedans, et qu'ils se tournent vers l'alimentation vivante, justement, qui sont les grandes lois de l'alimentation. Moi, ce qui m'a passionné dans ce domaine depuis un demi-siècle, c'est de donner aux gens des lois qui ne changent pas. C'est-à-dire, il y a des grandes lois qui étaient vraies il y a 5000 ans et qui le seront encore longtemps. Ce ne sont pas des modes. Et c'est comme ça qu'on sort des régimes. Et ce que je trouve que tu as fait de remarquable, c'est d'analyser toutes les idées, tout ce qu'il y avait pour clarifier un peu et que les gens ne soient pas dans la confusion. Alors, tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit, si tu me le permets, tu me diras en fait si j'y suis arrivé, c'est cette notion d'unité de la vie que j'ai essayé de démontrer dans cet ouvrage. C'est-à-dire de mettre en interconnexion de nombreux sujets et même en fait des sujets même scientifiques, philosophiques, pas uniquement nutritionnels, et s'apercevoir qu'il y a des lois qui sont universelles et qui sont interconnectés dans tous les niveaux. D'ailleurs, c'est pour ça que l'être humain peut être affecté par la nutrition, peut être affecté par les émotions, peut être affecté par énormément d'éléments, parce qu'en fait, ce n'est pas des éléments hétéroclites qui ne se rejoignent pas. Tout, en fait, il y a cette notion d'unité, et c'est vraiment ça que j'ai essayé de démontrer tout le long de l'ouvrage. Pour revenir à ton livre, donc sur l'hygiénisme et l'alimentation vivante, je pense que, n'est-ce pas, c'est un livre utile. C'est un livre, il faut le dire, qui est un gros livre, qui a beaucoup d'informations. Ouais. Donc, c'est pour des gens qui ont envie vraiment d'aller loin dans la compréhension. Alors, je pense qu'il complète très bien des livres plus simples qui donnent, en quelque sorte, ceci d'une façon, avec juste un éclairage de démarrage. Je pense par exemple à un livre que vient de faire un de nos élèves qui s'appelle Jérémy Mercier, et il a fait, dans le fond, un livre avec des dessins humoristiques et quelques notions de base d'alimentation, mais pour toucher des gens qui lisent pas de livres. Et un livre comme le tien vient très bien juste après. C'est-à-dire que quand les gens commencent à comprendre un peu qu'il y a autre chose, c'est vraiment bien qu'ils aient toutes les preuves scientifiques qui, qui montrent que
tout ça, c'est très sérieux. Je crois que le point capital aujourd'hui, tant dans l'alimentation qu'en physique et partout, c'est que la science rejoint la sagesse du passé. C'est qu'il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, toute la science montre que l'alimentation vivante, que les graines germées, les vitamines, tout ça, tout ce qu'on dit est très sérieux. Ce ne sont pas des idées farfelues. La science est avec nous. Et c'est ça notre force. Il n'y a plus une époque où il y avait des combats entre scientifiques avec des idées différentes. Je pense qu'on est à une époque de synthèse. Et ce qui est magnifique dans ce domaine, c'est que la science a avancé dans la direction des lois de la vie. Et aujourd'hui, la physique quantique, etc., tout ça va exactement dans le sens de tout ce que nous proposons. Alors, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de me dire, auquel j'adhère, mais en même temps, il y a une petite chose que j'aimerais préciser. Tu connais les revues comme de Lancet, le Oui. Lancet, etc. Il y a des revues comme ça qui sont très connues du monde scientifique parce que ce sont des références. Ce sont des revues, et on sait d'ailleurs que quand un scientifique propose une nouvelle idée, il doit le proposer à ses pairs, PAIRS, et ils vont l'étudier, et ensuite ils vont faire un compte rendu. Ils vont dire on y adhère ou on n'y adhère pas, et ils doivent le publier dans des revues scientifiques comme le Lancet, et pour valider une théorie ou valider une idée. Et le problème aujourd'hui, c'est que et ce sont des rédacteurs en chef de ses propres revues, comme le Lancet et comme d'autres revues qui sont des références sur le plan scientifique, disent que parmi les collaborateurs de ces revues, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été gangrénés, qui ont été achetés par des lobbies. Et le problème aujourd'hui, c'est que la science elle-même est faussée parce que, oui, la science en général ne se trompe pas, mais la science est faussée délibérément par des lobbies et font dire à la science tout et n'importe quoi, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se référer à la science pour savoir si une idée est juste, eh bien, des fois, il se cassera le nez parce que, et d'ailleurs, je dis, c'est le cas du soja, on a des scientifiques qui ont, on prend deux catégories de scientifiques avec le même cursus, avec les mêmes références scientifiques, eh bien, un va vous dire blanc et l'autre va vous dire noir. Et on se pose évidemment que le profane se posera des questions sur qui a raison, puisque ce sont des scientifiques des fois qui sont issus des mêmes écoles, qui ont les mêmes diplômes. Et comment ça se fait qu'il y a tant de disparités? Et moi, ce que je pense, c'est que évidemment, et c'est facile à comprendre, à partir du moment où on peut acheter des gens, on peut acheter des scientifiques et faire dire à la science tout et n'importe quoi, au point qu'aujourd'hui, la science qui devrait jouer le rôle d'arbitre, eh bien, est remise en cause puisque on arrive à faire dire à la science tout et n'importe quoi et des bêtises et des stupidités et des choses qui sont complètement infondées sur le plan scientifique, comme certains nutritionnistes qui arrivent à dire que manger des fast-food, ça ne pose aucun problème. Et donc, quand on entend ça, évidemment, on se pose des questions sur la science elle-même. Et je pense pas que ça soit la science qui est tort, c'est les interprétations délibérées et délibérées de gens qui ont été achetés, souvent, parce qu'il peut y avoir des erreurs de scientifiques, mais le problème, c'est que la science est dévoyée, et c'est pas moi qui le dis, c'est le rédacteur en chef qui a fait une déclaration, un des rédacteurs en chef du Lancet, et dit que, voilà, alors ça c'est grave, c'est grave. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui il y a deux sciences. Il y a une science qui est, je dirais, la science du vivant, qui s'appuie sur des lois universelles et qui dit des choses incontestables. La gravité, personne ne dit qu'elle n'existe pas. Donc il y a comme ça des lois fondamentales. Et puis il y a une autre science, moi je ne fais qu'une image, c'est qu'il y a une petite maison avec la science du vivant, les lois universelles de la vie. Des savants qui étudient ça. Puis à côté de cette petite maison, il y a un énorme building, une tour de 50 étages, qui est une science commercialisée, qui est une pseudo-science. L'exemple le plus faramineux, c'est les vaccins. Quand on prend la science de l'immunologie, les vaccins, ça ne tient pas la route 5 minutes. C'est complètement faux. Mais les sociétés qui vendent des vaccins payent des scientifiques pour mentir à longueur de journée avec une pseudo-science. Et c'est vrai que là, les gens, il ne faut pas qu'ils croient que dès qu'on a mis le mot science, il faut croire tout le monde. Et c'est là que ton livre est utile, et les miens aussi, c'est que nous parlons que des sciences fondamentales
qui ne sont pas des modes et qui ne sont pas liés aux marchands. Parce que quand on parle d'alimentation vivante, un aliment vivant, la science nous montre qu'il contient plus de vitamines et d'enzymes qu'un aliment cuit ou dans une boîte. Donc ça, c'est de la vraie science. Mais c'est évident que les marchands de boîtes disent pas ça. Ils vont dire qu'il y a des calories, qu'il y a des hydrates de carbone. Donc tout ça, moi j'appelle ça une pseudo-science, mais qui ne tient pas la route et qui change en plus de ça chaque année. J'ai parlé du transhumanisme, qui est une orientation très pervertie, très perverse de l'être humain, et les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de se diriger de plus en plus vers le transhumanisme, même si le nom n'est pas prononcé. C'est le fait de vouloir augmenter l'être humain par des technologies, et alors, en soi-disant qu'on veut reculer les limites de l'être humain grâce à des technologies, et on ne se rend pas compte que le potentiel de l'être humain on est loin d'avoir fait le tour. Et si on s'intéressait vraiment au potentiel de l'être humain, on ne s'intéresserait pas au transhumanisme, qui est vraiment une approche rikiki du potentiel humain. D'ailleurs, en fait, avec le transhumanisme, on va couper l'être humain de sa source spirituelle et on va en faire un être mécanique et matériel, alors qu'il n'est pas du tout ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100% d'accord avec toi parce que je pense que nous sommes dans une grande bataille actuellement. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent que les êtres humains s'éveillent à leur nature spirituelle et qui vivent d'une manière toujours plus épanouie. Et puis, il y a tout un groupe de gens que certains appellent les entités sans âme ou les reptiliens, peu importe les mots, mais c'est vraiment des êtres qui veulent mettre l'humanité en esclavage. Et ces gens, ils le disent ouvertement. Bill Gates ou Rockefeller disent sur YouTube qu'ils veulent réduire la population mondiale. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens disent que c'est des ragots et que ça correspond à du complotisme. Et j'ai mis des liens vidéo, tu as dû le voir, où on voit Bill Gates carrément dire qu'il envisage, grâce au vaccin et à d'autres technologies liées aux médicaments, de dégager une partie de la population pour, soi-disant, pour cette histoire fallacieuse qu'on appelle ça de réchauffement climatique, etc. Alors aujourd'hui, je trouve ce qui est passionnant, c'est que grâce à Internet, on a les preuves documentées que ces gens-là sont véritablement des paranoïaques fous dangereux, des psychopathes. Ils ont des idées totalement aberrantes et quelque part, je pense que leur rôle, c'est de nous pousser à un réveil. Parce que je crois, moi, qu'ils ne vont pas gagner. Parce qu'ils ne peuvent gagner que si les gens restent bloqués dans la peur, dans une alimentation toxique, en quelque sorte. S'ils ont peur de vivre, ces gens-là vont les contrôler toujours plus. Mais si les gens s'éveillent, et des livres comme le tien ou les miens jouent ce rôle, c'est d'aider les gens à s'éveiller, ces gens-là n'ont plus aucun pouvoir. Parce que leur pouvoir n'est pas basé sur la vie. Ce sont des êtres, en quelque sorte, qui ne sont pas des créateurs. C'est des gens qui essayent d'imiter la création de manière artificielle. Et c'est pour ça que leurs jours sont comptés. Parce qu'ils ne sont pas dans le flot de la vie. Ils sont vraiment dans une dynamique de contrôle des autres, de pouvoir, d'argent, etc. Et il faut simplement que les gens disent stop, on ne veut pas devenir des transhumains. On ne veut pas avoir des puces sous la peau et manger des aliments qui nous empoisonnent et prendre des vaccins qui sont hyper polluants. Ça suffit. On ne veut plus ça. Et il suffit qu'il y ait assez de gens qui s'éveillent. Eh bien, ces gens-là n'auront plus aucun pouvoir. Tu vois, regarde, oui, excusez-moi, vas-y. Le règne touche à sa fin. Mais pour ça, c'est capital que les gens comprennent la bataille dans laquelle nous sommes. C'est que ces gens-là, ils veulent contrôler l'humanité, mais nous n'avons pas à dire oui. Tu vois, il y a quelques années, quand j'entendais des personnes discuter comme toi, alors quand je dis quelques années, c'est au moins peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais est-ce que c'est pas des illuminés de parler comme ça? Est-ce que vraiment alors il y a un mot aujourd'hui qui est tabou, c'est le mot complot. Il faut surtout pas dire qu'il y a des gens qui ont envie de manipuler d'autres. Je vais dire un mot là-dessus. C'est ça. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est que comme ils ont des informations qui viennent que par les médias, il y a toutes sortes de choses qu'ils ignorent, tant en matière nutritionnelle qu'en matière de tous ces plans des Bill Gates et autres. Et alors, c'est capital qu'on amène ces informations, mais l'important, je trouve, c'est qu'il faut apporter cette information non pas pour faire peur, mais pour montrer aux gens l'importance d'un changement, d'aller dans une autre direction que celle du fast-food, de l'alimentation industrielle, des vaccins, de la chimie, tout ça. Il y a une autre direction à prendre, qui est celle de la nature. Parce que la nature a toujours raison. C'est toujours la nature qui gagne.
Oui, ça c'est sûr. Moi, comme je te disais tout à l'heure au moment où ça a coupé, c'est que il y a une vingtaine d'années ou même un peu plus, si j'avais entendu ce genre d'informations, j'aurais pensé comme beaucoup certaines personnes aujourd'hui, en pensant que on est dans le complotisme, on est dans des histoires créées de toutes pièces pour faire peur. Et en réalité, lorsqu'on regarde de près la situation, on ne peut pas nier que les choses vont dans une certaine direction. Et si elles vont dans une certaine direction, c'est pas le hasard. Il faut bien qu'il y ait un chef d'orchestre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne une ligne directrice. Alors après, on dit que les politiques n'ont pas de pouvoir. Ben, sans doute, ça c'est la vérité que les politiques n'ont pas de pouvoir parce qu'en fait, les décisions viennent sûrement. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que des gens comme Bill Gates, comme Rothschild, je suis désolé d'en parler, c'est des gens qui ont une incidence bien plus importante que le commun des mortels pourrait le penser. Ce sont des gens qui ont énormément de puissance financière. Et d'ailleurs, je cite à un moment donné un discours entre un membre de la famille Rockefeller et Rousseau, je ne sais pas si tu l'as lu, Oui, oui, où c'est un carrément, où carrément il lui dit, il cherche à le faire rentrer parmi ses amis, et pour le convaincre, il lui explique les projets qu'il a pour l'humanité et les projets qu'il a déjà réalisés, enfin, les actions qu'il a réalisées dans de nombreux pays grâce à des révolutions, grâce à des manifestations, etc. Et quand on met bout à bout ces histoires, eh ben on s'aperçoit que ça a plutôt tendance à tenir la route que d'être des histoires à dormir debout, quoi. C'est pour ça que moi j'encourage les gens qui sont sceptiques à parce que c'est normal d'être sceptique parce que c'est vraiment incroyable de penser que euh, une petite partie de la population pourrait manipuler une grosse partie. Alors après, chacun d'entre nous, on réagit avec notre ego en disant non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas manipuler parce qu'on se sent agressé, on sent qu'on a été manipulé et donc on ne veut pas entendre cette réalité. Mais moi qui suis quelqu'un d'assez cartésien, je me suis intéressé de manière très carrée et j'ai fait exactement comme tu as dit. Je suis allé sur Internet et j'ai vu des liens vidéo qui sont indiscutables puisque ce sont les protanga- comment on dit, protagoniste les même. Oui. protagonistes qui eux-mêmes ne se cachent plus de dire ce qu'ils font. Donc il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que c'est des ragots ou que c'est du complot. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est eux-mêmes qui l'affirment dans des conférences, sur des vidéos. Donc à partir du moment où c'est eux-mêmes qui ne remettent plus en cause ce genre de Oui. discours, comment ça se fait que nous, on va les défendre en disant non, ils n'ont pas ce genre de propos. Alors, s'ils ont ce genre de propos, est-ce que ce genre de propos est validé par ce que l'on vit ou est infondé? Et c'est à chacun d'entre nous de faire comment dire, sa propre idée par des réflexions, par des recherches. Et ce livre encourage justement à ce genre de démarche, puisque l'hygiénisme, c'est encourager le fait de respecter les facteurs de santé. Et si certaines personnes s'opposent à ce qu'on respecte ces facteurs de santé parce qu'ils polluent de manière délibérée la planète, que ce soit par les chemtrails ou l'alimentation toxique, c'est à chacun d'entre nous à se remettre en cause et à dire qu'est-ce que je suis d'accord de faire, qu'est-ce que je suis d'accord d'accepter. Et il faut savoir que qui ne dit mot consent, le fait de ne pas réagir, eh bien, on consent à ce que certaines personnes manipulent une autre partie de la population, une grosse partie de la population. Je suis tout à Voilà. fait d'accord. J'ai déjà fait un livre là-dessus qui s'appelle Sortez de l'hypnose collective et le sous-titre c'est La fin des grands mensonges. Et je montre dans ce livre toutes ces choses qu'on nous a dit et qui reposent que sur du vent, qui n'ont aucun fondement scientifique. Un bon exemple, c'est les vaccins. Les vaccins n'ont aucune base scientifique. Ce n'est que de la pollution. Quand on lit la liste de ce qu'il y a dans un vaccin, c'est 4 pages de produits chimiques. On ne peut pas continuer à mettre ça dans le corps de nos enfants, ça n'a aucun sens. Mais on voit que ce sont des plans. Bill Gates, déjà en 2010, avait fait un plan mondial pour vacciner toujours plus. Parce que les gens qui sont dans la dynamique de l'argent, les multinationales, ce qu'ils veulent, c'est toujours plus d'argent. Mais la santé des populations, ce n'est pas du tout leur problème. Et plus les gens sont malades et affaiblis, plus ils vont pouvoir les dominer, les empoisonner. Donc il faut se sortir de là, tout à fait, se réveiller. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on ne peut pas décider pour les gens. Mais on peut leur donner l'information pour qu'ils prennent des décisions sensées. Parce que le drame d'aujourd'hui, c'est que dans les médias, il n'y a aucune information qui ne vienne pas des multinationales. Et c'est pour ça que des livres comme le tien ou les miens sont importants, parce que le livre n'est pas censuré. C'est le seul endroit
où on peut dire les Pour choses le d'une moment, manière. pour le moment. Ça a un peu changé. Enfin, pour l'instant, et c'est la beauté de livre, c'est que les gens, quand ils ont un livre dans les mains, ils regardent et ils peuvent prendre des décisions en étant informés. Mais Ouais. il faut les informer, ça c'est capital. Alors c'est pour ça que moi je soutiens beaucoup ta démarche, parce que tu amènes des informations capitales et tu touches tous les sujets en donnant aux gens des moyens de ensuite prendre les bonnes décisions pour aller dans le sens de la nature. Parce que c'est vrai que le fondement de tout, c'est que nous sommes sur une planète où il y a des lois universelles. Et si on les respecte, on va vers la santé, vers l'amour et le bonheur. Si on entre dans les croyances limitées de telle catégorie, de telle époque ou de telle religion, eh ben on va vers les guerres, les souffrances, on n'en sort pas, quoi. Mon professeur, c'était André Pasbeck. Quand j'ai suivi cet enseignement, ça remonte à 25 ans en arrière, Pasbeck, lui, il proposait un hygiénisme qui était plutôt axé sur les connaissances euh, nutritionnelles, biochimiques, cela, et je trouve que c'est fondamental, très important. Moi, ce que je souhaite euh, amplifier, apporter, et je pense que ça s'intègre très bien dans l'hygiénisme, c'est la notion, euh, je la mets entre guillemets parce qu'elle est tellement galvaudée, cette notion de spiritualité. Si on ne parle pas de spiritualité, eh bien, en effet, à un moment donné, on va arriver à des questionnements comme quel est le sens de la vie, à quoi ça sert de vivre, et à ce moment-là, les gens qui ont enfin, des univers un peu limités vont nous faire croire que ben, la vie, c'est juste histoire de, d'augmenter le maximum de plaisir. Et puis, le plaisir, on peut le faire au détriment du voisin, de la planète, etc. Et en fait, c'est quand même important de parler du sens de la vie. Parce que si on n'introduit pas la notion de sens de la vie, eh bien, à un moment donné, on va se retrouver, bon, on sera en bonne santé, on vivra bien, et qu'est-ce qu'on fera de ça? Et ça, c'est quand même important, ces notions de respect, d'amour, euh, d'universalité. Et je pense que, je dis pas que Pasbeck forcément n'en parlait pas, mais je ne l'ai pas trop vu. Oui, il avait une approche globale, il respectait la vie. Mais d'ailleurs, je ne veux pas faire surtout focaliser sur lui, parce que pour moi, c'est quand même une personne qui a apporté beaucoup et c'est pour moi, c'est une référence. Mais en même temps, en tout cas, moi, dans l'hygiénisme que je propose, c'est d'intégrer cette notion de spiritualité et de bien comprendre que la spiritualité, ce n'est pas forcément adhérer à une religion ou à des concepts, des préceptes religieux. C'est le fait de prendre conscience qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on n'est pas que des organes et qu'on est aussi un esprit avec des émotions, des pensées et que la qualité de nos émotions et de pensées aura inéluctablement une répercussion sur notre santé. Donc, on ne peut pas couper cette partie de l'individu, C'est très comme le important. transhumanisme le propose. Tout à fait. Là, tu rejoins tout à fait, moi, ce que j'appelle la médecine holistique, c'est de tenir compte des quatre corps de l'être humain. Parce que nourrir son corps physique sainement, c'est bien, mais si on ne fait pas un travail sur le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, on est toujours trop limité. Et c'est là que justement les matérialistes ont une vision très fausse de la vie. C'est qu'ils voient que le côté matériel. Aujourd'hui, avec la physique quantique, on sait bien que notre univers matériel n'est qu'un univers parmi bien d'autres. Et qu'il y a l'univers émotionnel, l'univers mental, l'univers spirituel. Donc, il faut s'ouvrir à une vision de l'être humain qui tienne compte de tout ce qui est en lui. Et c'est évident que dans cette ligne, il y a une spiritualité, qu'elle a le contact avec notre corps de lumière et avec tous les êtres qui vivent dans les mondes de lumière, mais ce n'est pas la spiritualité des croyances religieuses. Parce que les religions ont toujours bloqué l'accès au spirituel, curieusement. Elles ont dit obéissez aux prêtres, mais elles n'ont pas dit ouvrez-vous vous-même au divin. Alors que tous les grands, que ce soit Bouddha, Jésus ou d'autres, ils ont toujours dit le divin est en vous, vous êtes un être de lumière. Donc ils ont toujours eu un message qui était hors des structures coincées des religions et des croyances. Et c'est vital de se poser cette question, qui sommes-nous? Parce que si nous sommes des êtres de matière, la vie n'a pas beaucoup de sens. Si nous sommes des êtres de lumière qui habitons un corps de matière, tout d'un coup, on comprend qu'on vient ici pour apprendre à vivre heureux et à respecter les autres, notamment les animaux. Manger des animaux, c'est une folie sans nom. Ça n'a jamais eu de sens, ni sur le plan scientifique, ni biologique. Nous sommes parfaits pour manger des animaux. Donc, quand on va dans cette ligne, une spiritualité personnelle vécue, c'est ce que les chamans enseignent depuis des millénaires, eh bien, on prend conscience que nous sommes des êtres de lumière et que nous avons créé un corps mental comme tel un corps physique et que nous devons apprendre à vivre en harmonie avec ces corps. Donc, c'est une vision dynamique, mais qui va dans le sens
de ne plus être dans des croyances intellectuelles limitées, mais dans des expériences de la vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À propos, j'adhère complètement à ce que tu as dit. À propos de la spiritualité, j'aimerais faire quelques précisions parce que c'est vrai que dès qu'on parle de spiritualité, il y a une sorte de méfiance puisqu'on sait qu'il y a des gens qui, sous prétexte de spiritualité, se lancent dans des croyances ou des idéologies. On voit bien ce qui se passe dans certains pays avec le fanatisme ou sous prétexte on peut raconter tout et n'importe quoi, dire que on peut aller tuer 300 000 personnes et puis comme ça, on va gagner le paradis, etc. Donc on peut, en effet, et on voit bien le danger de la spiritualité, c'est qu'à partir du moment où c'est un domaine qui n'est pas borné, entre guillemets, limité par des connaissances scientifiques concrètes, on peut y mettre tout ce qu'on veut et voir des inepties. Mais je pense aussi qu'on peut très bien avoir une approche spirituelle avec un esprit rationnel, scientifique, puisqu'il y a des expériences comme les EMDR, comment on appelle, non, les expériences au seuil de la mort. Voilà, voilà, il y a un médecin qui est très connu, je ne connais plus son nom, qui est anesthésiste. Oui. Comment non, c'est Charbonnier, Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, et donc, ce qui est intéressant avec ce médecin, c'est que il apporte, il apporte pas de preuves scientifiques à 100%, mais il suggère, d'ailleurs en droit, on dit que quand on n'a pas de preuves, on peut essayer d'approcher la vérité par des commencements de preuves. Et bien moi, ce que je propose, c'est qu'avec la physique quantique ou avec les expériences de mort imminente, on peut éventuellement prendre conscience peut-être qu'il y a autre chose. C'est pas une preuve à 100%, mais ça permet d'avoir un début de réflexion. Alors nous, c'est ce que nous faisons. Nous enseignons avec ma femme le chamanisme sauvage. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux gens, avec leur conscience, à faire des expériences dans d'autres mondes que la matière. Et ils font des expériences, ils vont dans des mondes de lumière, ils ont des expériences. Donc c'est une spiritualité qui n'est plus intellectuelle avec des croyances, mais qui est l'expérience personnelle des mondes lumineux. Et quand on a fait ce genre d'expérience, c'est plus j'y crois pas, on l'a vécu. Parce que c'est un peu comme si quelqu'un me dit « Oh mais la ville de Berne, je ne crois pas qu'elle existe. » Moi je dirais « Écoutez, vous avez raison de croire ça. Tant que vous n'êtes pas allé à Berne, Berne n'existe pas. Mais le jour où vous serez à la Berne, ben vous saurez que Berne existe. » Et c'est pareil, tant que les gens sont bloqués dans leur intellect, ils croient que les mondes de lumière, les anges, les guides, tout ça, ça n'existe pas. Mais ils ont raison, parce qu'ils ne le connaissent pas. La clé, c'est de leur donner des outils pour qu'ils se nettoient leur corps physique, qu'ils ouvrent leurs émotions, qu'ils les lâchent, et qu'ils puissent voyager eux-mêmes dans une spiritualité vécue, et plus une spiritualité de croyance. Et par rapport au oui, tout à fait, Tal. Et par rapport au c'est ça qui va nous sortir de toutes ces guerres de religion dans lesquelles on a fait des millions de gens depuis des siècles, où on s'oppose avec des croyances. Ce qu'il faut, c'est sortir des croyances, il faut de l'extérieur. Et en matière d'alimentation, je trouve que c'est pareil. Tant que les gens sont dans des croyances, ben, moi je donne un exemple, quelqu'un qui est plein de rhumatisme. Si on lui dit, ben, vous êtes trop intoxiqué, ben, il faut lui dire, faites l'expérience de manger cru pendant un mois et vous verrez vous-même. Et si au bout d'un mois, il voit qu'il n'a plus mal et qu'il court partout, c'est une expérience vécue. C'est plus croyance. C'est comme ça. Alors notre rôle, je trouve, c'est d'informer pour que les gens sachent qu'ils peuvent faire des expériences autres que souffrir, être malade. Et puis quand ils vont essayer eux-mêmes, ben, ils verront que les lois universelles s'appliquent toujours. Quelqu'un qui se dépollue, ben, il va mieux que quelqu'un qui s'empoisonne toute la journée. Ce sont des choses simples, mais dont tout le monde peut faire l'expérience. Je suis d'accord avec toi. Moi, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, notre société nous encourage pas du tout à investiguer dans les capacités entre guillemets extra ceci, extra cela, parce que on nous ramène constamment à l'idée qu'on est limité, que évidemment on est limité si on mange une nourriture biochimique complètement détraquée avec avec une nutrition complètement altérée, avec une densité nutritionnelle très faible, et qu'en parallèle on a une nourriture spirituelle qui est nourrir notre esprit avec des imbécilités qui sont diffusées à la télévision, on va facilement faire croire à l'être humain qu'il est limité. Mais par exemple, moi, ce que j'aimerais encourager les gens, c'est qu'il y a une expérience qui est faite actuellement aux Pays-Bas, si je me trompe pas. On a pris des jeunes, et ça continue d'ailleurs cette expérience, on prend des jeunes de l'école maternelle ou CE1, CE2, et donc ils ont entre 4, 5, 7 ans jusqu'à 10, 12 ans, et on leur demande de suivre les cours avec les yeux bandés. Et ils ont développé la capacité
d'utiliser ce fameux troisième œil, et ça, c'est une réalité concrète qu'on ne peut pas contester, eh bien, ils vont en cours avec des bandeaux, ils lisent, ils courent, ils s'amusent avec les yeux bandés et ils voient grâce au développement du troisième œil. Et je pense que c'est grâce à des expériences comme ça qu'on pourra démystifier la spiritualité de tout ce qu'elle a de faux, de tout ce qu'elle a d'excessif, et la rendre concrète, c'est-à-dire montrer que l'être humain n'est pas que un être limité comme on veut bien nous le suggérer, et qu'il est capable de faire bien d'autres choses. Et d'ailleurs, je me demande si le fait que l'être humain soit petit, chétif, limité, ça permet pas justement de le manipuler plus facilement parce que justement il est à la merci de son environnement. Et quand l'être humain prendra conscience de son potentiel réel, moi qui suis quelqu'un qui veut vraiment être carré, je veux avoir une approche scientifique, je ne veux pas non plus me couper de certaines vérités au nom de la soi-disant pensée qui nous empêcherait d'aller investiguer, d'aller voir si l'être humain n'est pas autre chose que ce petit être humain chétif et limité. Voilà, moi, ce que je propose, c'est qu'on peut très bien s'intéresser à la spiritualité avec un esprit scientifique, rationnel et avec des faits. Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ce domaine, des gens comme Pasbeck, comme Madame Kousmine, comme bien d'autres, ou comme Burgère, ou comme les macrobiotes, qui avaient compris des choses sensationnelles dans certains domaines. Mais souvent, comme tu l'as fait remarquer, il leur manquait une ouverture dans d'autres domaines. Par exemple, nous ne mangeons pas que des aliments, nous mangeons aussi de la lumière et des énergies spirituelles. Donc on ne peut pas écarter la spiritualité. On ne peut pas rester coincé dans son école. Moi, je disais ça à Madame Kousmine, que j'ai bien connue. Je lui disais, vous voyez votre crème Boudwig, sur le plan diététique, c'est 1000 fois moins bien que les graines germées. Alors, vous savez ce qu'elle me répondait? Je me disais, vous avez raison, Chalem, mais vous avez une génération d'avance. Et quand Pasbeck lui faisait des réflexions sur sa crème, elle disait que pour faire passer sa crème qui était indigeste, oui, elle buvait un verre de vodka. Et ça, elle ne le précisait pas à ses patients. Alors, moi, je dirais ça comme ça, c'est que nous avons connu, toi que moi, tous ces précurseurs, ces pionniers qui ont vraiment défriché, mais qui ont tous eu des limitations. Et nous, notre rôle, c'est d'amener une vision globale. On voit la valeur de ce qu'ils ont apporté, mais on les met tous ensemble, parce qu'on voit aussi là où il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Donc, on amène une vision unificatrice, synthétique, où en quelque sorte, on ne va plus voir seulement un village et un autre, mais on va voir le pays tout entier. Et on va intégrer le fait que ce pays, il fait partie d'une planète, et que cette planète fait partie de l'univers. Donc on a une vision beaucoup plus vaste. Et c'est capital d'avoir cette vision. Parce que si on rétrécit tout à des questions de calories et d'hydrates de carbone, ce que font les industriels, ce sont des visions trop morcelées et trop limitantes. Et l'intérêt, d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi l'industrie alimentaire a réduit l'approche qualitative à des notions très restreintes, comme les calories, comme juste l'apport des protéines sans parler de la qualité, l'apport des lipides sans parler de la qualité, c'est que justement, l'intérêt d'avoir une approche comme celle-ci, ça ne, en aucun cas, on remet en cause la notion de qualité. Et quand on ne remet pas en cause la notion de qualité, on peut vendre tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous demandez à un nutritionniste, c'est d'ailleurs une corporation que je ne critique pas, mais objectivement, quand on leur demande comment appréhender une alimentation de bonne qualité, on va vous dire qu'il faut que ça soit équilibré, parce que toutes les classes alimentaires doivent être présentes. Crudités, protéines, glucides, lipides. Mais très rares sont les spécialistes de la nutrition qui vont vous dire c'est une notion importante, mais qui doit être conjuguée avec la notion de qualité. Parce que si elle n'est pas conjuguée avec la notion de qualité, eh ben, ça reviendra à dire que si vous avez 10 voitures bonnes pour la casse, vous avez 10 voitures. Oui, mais elles sont mortes. Et c'est ça, c'est parce qu'on oublie de préciser cette nuance qu'aujourd'hui, on arrive à valider. Vous avez des médecins, des nutritionnistes, et heureusement, je ne pense pas que ça représente l'ensemble des médecins, qui arrivent à dire sur des grandes radios, télévisions, avec une forte audience, que les fast-foods ne posent aucun problème car les repas sont équilibrés. Mais évidemment, les classes alimentaires sont présentes, mais avec des produits, j'allais dire, pourris. Non, mais c'est incroyable. Et les gens se font bananer avec des notions qui sont... C'est en fait, et j'ai expliqué dans le livre qu'on peut tout à fait manipuler les gens par des
approches sémantiques qui ont été volontairement corrompues à dessein pour justement empêcher les gens de comprendre ce qui se passe. Si on parle d'équilibre alimentaire sans parler de qualité, eh bien, on induit volontairement les gens dans l'erreur. Exactement. Et tout le problème est là, c'est que les marchands, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Alors, ils payent des gens très cher pour dire que leurs produits sont bons. Mais ce sont des mensonges éhontés. Parce que les produits morts sont morts. Oui. Mais évidemment, pour les marchands, un produit mort, ça peut rester 2 ans sur le rayon d'une étagère. Alors qu'un produit vivant, ben, il faut le manger. Donc, c'est passionnant de voir ça. Mais le point capital, et c'est là que nous nous rejoignons, c'est qu'il faut que les gens s'éveillent. Il faut qu'ils sortent de ces mensonges publicitaires, de tout ce que l'industrie veut leur faire croire, et puis qu'ils fassent des expériences personnelles. Ils verront bien que s'ils mangent vivant, ils vont se porter mieux que s'ils mangent des boîtes de conserve. À partir de là, chacun va découvrir en quelque sorte son chemin. Voilà. Et puis d'ailleurs, tu parles d'éveil. Moi, je pense que si mon livre a une ambition, c'est pas d'inculquer du savoir, c'est de favoriser des prises de conscience, de l'éveil. Et l'éveil, c'est se rendre compte que ce qui nous est vendu du matin au soir n'a pas forcément été étudié pour le bien-être de tous, mais surtout pour des raisons de chiffre d'affaires. Et donc, c'est à chacun d'entre nous, parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on a une force, une puissance incroyable, puisqu'on peut faire le choix d'acheter ou ne pas acheter. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui on paye des dizaines de millions des joueurs de football? C'est parce que ce sont des leaders d'opinion et quand on les regarde, eh ben, on oublie l'essentiel les divertissements servent, grosso modo, à nous détourner notre attention de ce qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont payés une fortune, des animateurs qui disent des bêtises à la télé qui sont payés des fortunes, pour occuper notre temps de réflexion et nous empêcher de penser à poser les bonnes questions. Et je crois que c'est pas être complotiste que de dire qu'on vit dans une société qui est quand même bien pensée pour faire marcher le business au détriment de la santé de chacun d'entre nous. Tu as 100% raison. Moi, c'est ce que j'ai appelé l'hypnose collective. Et c'est pour ça qu'il faut se réveiller, sortir de ce cauchemar. Parce que c'est un cauchemar. Parce que les gens, à cause de ces idées fausses, ils souffrent, ils sont malades. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Alors que quand on va dans une dynamique de la vie, eh ben, on découvre la santé, le bonheur et tout ça. Excellent. Voilà. Et bien, en fait, le livre que j'ai écrit, vraiment, le message de ce livre, c'est de véhiculer ces idées et de favoriser l'autonomie. Pas avec un discours pseudo-scientifique ou pseudo-spirituel, avec des faits, avec des exemples, avec des expériences. Et au-delà de toutes les guerres de chapelle, ce que j'encourage les gens, c'est à faire leurs propres expériences et ils verront par eux-mêmes si ça tient la route ou si on dit des bêtises. Si on dit des bêtises, ils n'ont pas à nous écouter. Mais étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un son de cloche, moi, je propose un autre son de cloche qui est l'expérience de la vie, la sagesse, l'entraide, la bienveillance et aussi s'observer. Et ensuite, on verra si ça fonctionne ou pas. Voilà. Je rejoins tout à fait tes propos. Je ne saurais le mieux dire. Je suis 100% de tout cœur avec toi et tes objectifs sont les miens. C'est l'expérience personnelle qui compte, que les gens prennent conscience et qui s'ouvrent et qui sortent de ces mécanismes de peur, d'angoisse et de dépendance autrui. L'autonomie, c'est la clé. Merci. Je te remercie beaucoup, Tal, pour cet échange. Merci beaucoup, Tal. À bientôt. À bientôt.